Donc je travaille depuis, allez, 30 ans au Jardin botanique à Genève. J'ai eu la chance pendant de nombreuses années de m'intéresser à la zone tropicale. Par un hasard, je me suis retrouvé finalement à travailler sur l'Afrique du Nord et aussi sur une base de données de toutes les plantes d'Afrique. C'est une longue histoire au Jardin botanique, puisque des collègues qui ont maintenant 85 ans et autres ont travaillé quasiment toute leur vie sur l'inventaire de la flore de ce continent. L'Afrique, c'est quand même un quart de la planète, c'est peut-être un cinquième, à vrai dire on n'en sait rien du tout, c'est à peu près un cinquième, un sixième des plantes du monde. Par contre, c'est une flore, je dirais totalement, presque inconnue. Là, vous avez une carte avec en couleur et les dates correspondent à la publication des dernières flores. En blanc, c'est des pays où il n'existe encore aucune flore. Alors on parlait de l'Angola, enfin Fred nous parlait de l'Angola ce matin. Effectivement, il existe un catalogue, mais ce catalogue, il est loin d'être finalisé. Et par contre, aucune flore ou aucun document permettant l'identification n'existe. C'est le cas de la Namibie, c'est le cas de tout le bassin du Congo, c'est le cas du Soudan, Sud-Soudan, Centrafrique. Alors, j'espère que personne ne travaille sur le Gabon, parce qu'il me tuerait exactement maintenant. En fait, il y a de nombreuses recherches depuis 40 ans sur la flore du Gabon, et cette flore est en train d'être vraiment finalisée, et de nombreux chercheurs y travaillent. Actuellement, au Jardin botanique, nous avons réalisé en 2019 une flore du Tchad. Je travaille actuellement sur la flore du Burkina Faso et du Mali, qui devrait être publiée à la fin de l'année. Et effectivement, on a un projet de flore électronique du Maghreb qui touche l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et puis une partie nord de la Mauritanie. Le petit graphique ici, c'est juste pour vous montrer en fait l'évolution de la connaissance. C'est le nombre de taxons décrits par année depuis Linné jusqu'à aujourd'hui sur l'Afrique. Alors, c'est vrai que l'Afrique, c'est rien par rapport à l'Amérique du Sud au niveau botanique. Chaque année, depuis en tout cas une vingtaine d'années, on découvre ou on décrit à peu près 200 nouvelles espèces par an sur le continent africain, alors qu'en Amérique du Sud, on est à des valeurs de 750, en Asie du Sud, à peu près de 360. Jusqu'à il y a une dizaine d'années en arrière, de la flore africaine, on connaissait le nombre d'espèces pour l'Afrique australe, extrêmement riche, avec plus de 21 000 espèces. On connaissait le nombre, on approchait le nombre d'espèces pour l'Afrique tropicale grâce aux travaux de Jean-Pierre Delbrun et Adalid Stork qui travaillent au Jardin botanique, à 30 000 espèces. Et en Afrique du Nord, le premier inventaire qu'on a fait, c'était, je crois, 2013, où on a publié l'index des plantes d'Afrique du Nord, qui était une synthèse de l'Égypte à la Macaronésie, pour avoir, voilà. On avait donc ces trois entités comme trois pièces de puzzle qu'on a enfin pu mettre ensemble pour estimer le nombre d'espèces sur le continent africain. C'est une estimation parce que, étant donné les zones blanches qu'il y a, on a des trous inévitables. Donc, en regroupant toutes ces informations, c'était à peu près 200 000 noms qu'on a dû trier, homogénéiser, mettre à jour la nomenclature, et on est arrivé à un chiffre qui est à peu près 73 000 espèces sur le continent, l'Afrique continentale. Là, c'est juste... donc, toutes ces données elles sont accessibles sur un site web public où on peut consulter des cartes de distribution de ces espèces. Là, c'est juste pour vous donner une idée. Là, vous avez à peu près 1 million de points d'échantillons d'herbiers ou d'observations sur l'Afrique. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on a l'impression que l'Afrique est extrêmement bien connue, mais bon, chaque point représente à peu près 200 ou 300 km. On distingue en fait des zones blanches qui sont toutes les zones frontières. Voilà, tout ça pour vous montrer aussi également les travaux qui ont été faits ces dernières années. Là, vous avez une liste, la distribution des espèces qui viennent d'être décrites depuis l'an 2000, depuis 2000.
Donc en 22 ans, toutes les zones où on a décrit des nouvelles espèces. En rouge, c'est les espèces qui ont été décrites en 2002. Donc on voit très bien, enfin on voit relativement bien les zones où les botanistes sont actifs, ou bien on va dire les zones qui sont politiquement stables, qui permettent de faire du travail du terrain. Donc on voit l'Afrique du Sud où il y a une connaissance extrêmement forte de la flore. On voit les nombreux travaux qui sont faits au Gabon depuis ces 20 dernières années. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Libéria, mais essentiellement à la frontière Guinée-Libéria, et le Maroc, l'Algérie pour la zone du Hogar, avec les travaux qu'on a pu faire ces dernières années, ainsi que la Tunisie. La grosse difficulté, en fait, dans la connaissance de la flore d'Afrique, mais dans tous les pays, c'est qu'en fait, la colonie a forcément influencé la découverte du continent. Donc en fait, il y a des pays qui ont été colonisés par les Anglais. Toutes ces collections sont parties sur Kew, à Londres. Les zones qui ont été colonisées par les Français sont parties dans des herbiers, l'herbier du muséum. Les zones portugaises sont parties dans les herbiers, j'allais dire de Lisbonne, mais apparemment plutôt de Londres. Ce qui a en fait sectorisé l'étude de la taxonomie, et du coup, on a un nombre absolument hallucinant, en tout cas sur le continent africain, de synonymes. Alors là, je vous ai juste montré un exemple d'une espèce d'un convolvulus avec tous les synonymes qui ont été, autrement dit, toutes les espèces ou recombinaisons de ce même nom qui ont été proposées par les botanistes depuis la découverte de cette espèce par Forsskål. Alors ce qui est assez étonnant, et que je vais vous remontrer encore tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce convolvulus a été récolté par Forsskål en 1760, probablement 61 et 63, sur la zone égyptienne. Et toute cette connaissance sur la zone égyptienne n'a jamais été comparée aux espèces faites sur le Sahara central ou sur le Sahara atlantique. Et donc on a des espèces qui sont décrites par effectivement soit des Égyptiens, soit des Français, sans avoir jamais eu de réelle comparaison de ces herbiers ou de ces données. Pour vous dire que, par exemple, la flore d'Algérie date de 1963, celle de Tunisie de 1979 et celle du Maroc a été finalisée finalement en 2014. Quand j'ai eu la chance de commencer de travailler au Maroc pour faire des inventaires botaniques, en fait, il n'y avait que la flore, le premier volume de la flore. Donc, on avait des documents, on travaillait avec la flore d'Algérie, on travaillait avec des photocopies d'études et autres. Et c'est vrai que c'était absolument épouvantable de travailler pour déterminer les espèces. Donc, on avait mis en place un projet de flore du Maghreb où on a pu vraiment mettre bout à bout toutes les informations et surtout actualiser ces flores. Pour la flore de l'Algérie, de Pierre Kézel, qui avait été publié en 1963. J'avais été le voir il y a 6 mois avant sa disparition, et je lui avais proposé de collaborer, de nous aider à développer le projet sur une mise à jour de sa flore. Je lui avais demandé l'autorisation de pouvoir utiliser tous les dessins qu'il a fait, qu'il y a à peu près 2000 dessins dans sa flore. Et il avait été absolument enchanté. Il m'avait dit « Ouais, Cyril, ça fait 50 ans que j'ai fini cette flore. Tu te rends pas compte, 50 ans avant, c'était la flore d'Afrique du Nord. Donc il y a vraiment, tous les 50 ans, il y a un dingue qui se dit « Tiens, je vais réactualiser une flore ». Pour vous dire qu'il y a par exemple cette réactualisation, depuis 1963, c'est à peu près 25% des noms dont la nomenclature a changé. C'est à peu près, je pense, comme ça, grosso modo, à peu près 200 espèces nouvelles également qui ont été découvertes. Juste pour vous donner une idée, alors on a eu le passé. Là, c'est les temps depuis René Mer jusqu'à René Mer. Pour juste vous montrer, ça c'est des données qu'on a pu acquérir grâce au projet Herbonautes du Muséum de Paris. C'est sur le projet IFLORA Maghreb, on est actuellement à plus de 100 000 échantillons d'herbiers qui ont été numérisés, digitalisés, et vous avez les dates de récolte des échantillons sur le Maghreb. Alors vous voyez les dates de 1969 pour, je dirais, les plus récentes, mais on est en 1858, on est en 1930, 1920. Vous voyez que voilà, ces données sont vraiment anciennes et depuis les années
je dirais, les grandes périodes de récolte se sont arrêtées à 1960, et depuis 1960, 1970 jusqu'à 1990, il n'y a quasiment aucune information, enfin aucun échantillon d'herbier qui ont été réalisés. Après, bon, l'information elle est complètement différente au niveau historique entre l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Ça, c'est les 100 000 échantillons pour l'instant qui ont été validés pour le projet de flore du Maghreb. Alors, toutes ces données sur le Hogar sont issues des missions de René Maire, René Maire qui avait fait une mission en 1923. Et puis, bon, on a eu la chance de faire 2 missions également dans cette région ces dernières années grâce à une période de pluie assez exceptionnelle. Pour vous montrer un peu la connaissance de l'Afrique du Nord, mais également du Sahara, le Hogar, 350 espèces connues. La Madjaba Ikula, c'est la zone qui a été, je dirais, c'est un désert extrêmement aride où il y a eu une seule exploration, celle de Théodore Monod. C'est un désert qui vient d'être exploré par un groupe pétrolier avec des sondages tous les 100 mètres de manière absolument complète, mais avec aucune donnée d'information sur la flore. Et actuellement, on vient de sortir, qui serait publié dans quelques semaines, l'inventaire des plantes du Sahara occidental, autrement dit plutôt, enfin politiquement correct, le Sahara atlantique, avec quand même 560 espèces. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années en arrière, on imaginait que cette zone était riche d'à peu près 400 espèces, mais on a rajouté quand même une centaine de plus, avec énormément d'espèces découvertes grâce à ces périodes de pluie. Là, je vous passe l'endroit du décor. C'est une vue du Hogar, de la Sécrème, où depuis la cabane de Charles de Foucauld, c'est le paysage de carte postale. Par contre, il y a l'envers du décor, et ça, c'est la réelle image du Hogar. Vous allez me dire, comment est-ce que le jardin botanique de Genève peut envoyer des gens aller collecter des plantes là ? N'empêche que on en a trouvé beaucoup. Et l'idée, c'était un peu de refaire. Donc, le Hogar, il y a eu une mission en 1923 par René Maire, qui a duré 3 mois. Il y a eu 1 ou 2 missions dans les années 60 par un Allemand. Il y a eu une mission par Pierre Kezel également. Mais bon, vous traversez des zones désertiques et vous passez. Donc vous allez d'un oasis en oasis ou d'un puits à un puits, et voilà, vous passez. Il suffit qu'un troupeau de dromadaires soit passé un jour avant, vous n'avez plus rien. Il suffit que vous n'êtes pas passé à côté du Mont Caillou, où vous ne trouvez plus rien. Donc la chance de trouver des espèces est vraiment infime, et donc il faut y repasser des dizaines et des dizaines de fois. Et ces 3 missions qui ont été faites, c'est vraiment un petit fil à coudre sur lequel on ferait un inventaire au milieu de 50 000 km². Ça, c'est un des paysages des zones relativement basses, vers 1000 à 1500 mètres au Hogar, avec ces grands oueds, avec des artémisias. Ça, c'est une zone un peu plus lunaire, acacia. Et voilà, dans tout le Hogar est en fait, j'allais dire drainé, fissuré, avec quelques oueds où on trouve effectivement énormément d'espèces. Enfin, énormément. Voilà, ça c'est le voyage de René Maire en 1923. Ça a été publié en 1928. Et l'idée, c'était de reprendre toutes ces données et puis d'aller faire des nouvelles récoltes pour comprendre un peu, 1, si on retrouvait les espèces, et 2, pour revalider certaines déterminations qui sont effectivement mises en doute de manière assez importante. D'une part, par les faibles échantillons qu'on a dans les herbiers, comme l'a montré Marc, et de comprendre un peu mieux la flore de cette région qui monte quand même jusqu'à 2700 mètres d'altitude, avec des substrats tant granitiques que sédimentaires que volcaniques, et une variation absolument phénoménale. Alors, tout ça pour... je voulais plutôt vous montrer quelques exemples de mes connaissances, de hasard de botanique, de hasard de découverte de botanique dans ces zones sahariennes. Alors là, vous avez le plateau de la Sécrème à 2700 mètres.
d'altitude. Nous sommes arrivés un soir après 5 ou 6 heures de trajet. Et là, il y avait une petite plante que certainement nombreux d'entre vous connaissent, c'est le Canopode vulvaria. C'est une petite canopodiacée qui fait 20 cm, qui est un peu glauque. Sa caractéristique, c'est de sentir la vieille boîte de sardines pourrie, mais vraiment pourrie. Autrement dit, un botaniste qui la connaît, ben voilà, il va surtout pas la toucher. Parce que sinon, vous avez les doigts qui sentent la sardine pendant toute une nuit, voire 2-3 jours. Donc voilà, j'étais avec des collègues qui maîtrisaient bien la botanique. Et ils me disent, oh là, c'est Chenopode vulvaria, ne touche pas ça, on connaît, t'en fais pas. Moi, je connaissais pas. Donc je me fie toujours par expérience et je me suis dit, allez, je ramasse, je mets un herbier, on verra bien. Voilà. Et puis, de retour de mission, je prends mon échantillon qui sentait toujours la vieille sardine, je mets le nom qu'on m'avait donné, Chenopode vulvaria, et puis, vous allez me dire, ce type, il est complètement méfiant, mais je suis allé dans l'herbier et je suis allé voir les échantillons de vulvaria. Ben non, ça ressemblait vraiment pas. Et à l'herbier de Genève, on a, voilà, les espèces sont classées, et puis il y a toujours une dernière pile qui sont les indettes. Les plantes indéterminées qui sont bien regroupées les unes à la fin de chaque genre, etc. Il restait 2 échantillons après le passage de plusieurs mois du spécialiste des Canopodiacées. Juste 2 échantillons. Ces 2 échantillons, ils venaient de la Sécrème, récoltée en 1967, au sommet du Gard, probablement exactement à la même place. Je me suis dit là, et j'ai pu envoyer un échantillon à ce spécialiste en Suède, et il m'a dit, oh là là là, ça c'est tout nouveau, ça fait pas un pli, l'odeur de sardine pourrie, c'est une caractéristique d'un certain groupe, de certaines espèces de canopodes, c'est une espèce nouvelle, voilà. Alors l'histoire, elle s'arrête pas là. Parce que toute la description, ce Canopode vulvaria, vous allez le trouver dans tous les manuels d'ethnobotanique. Vous allez le trouver sous Canopode vulvaria, on vous dira avec les graines qui font à peu près 1 mm de diamètre, qui sont, ça ressemble un peu à une puce, quoi. Et on en fait de la farine. On la broie, ça fait une farine noire qui a été utilisée dans les temps de disette. L'affaire s'arrête là dans tous les manuels d'ethnobotanique français. Par hasard, je suis tombé sur un livre d'ethnobotanique touareg. Et là, il mentionnait que le Canopode vulvaria était utilisé par les Touaregs pour faire de la farine dans les périodes de disette. Il s'avère que ben voilà, ce Canopode vulvaria, c'est tout à fait une autre plante. Donc là, on l'a nommé Canopode sans aucune originalité Hogarthiensis. Et en fait, c'est un peu l'histoire d'une méprise où on a répété, on a fait un copier-coller d'une information qui n'a jamais été vérifiée. Et même Roger Maire, pour ceux qui font la botanique en Afrique du Nord, c'est le pape, qui est passé par là, qui a fait une récolte de Canopode vulvaria. Ça, c'est pas sa récolte, c'était même quelques années avant, avait pris cette espèce pour vulvaria, alors que c'est une tout à fait autre espèce. Alors, ce genre d'exemple, je vous en rajoute, je ne vais pas m'étendre, mais il y en a 25, 30 sur la zone saharienne. Alors, j'en prends quand même encore 1 ou 2 autres. Toute la problématique au Sahara, c'est les pluies, l'absence de pluie, et donc une variabilité pluriannuelle absolument incroyable. Ici, vous avez un exemple sur la Seguet El Hamra, cette espèce de oued un peu boueux, où il y avait une petite plante qui fait, celle-là, le petit carré récolté en 2017 fait à peu près 10 cm de diamètre, 2 cm de haut. Et là, vous avez la même plante en période après des pluies. Quand vous récoltez les 2 plantes, vous dites c'est pas possible, c'est pas les mêmes. En herbier, celle-là, en Égypte, sous toute la côte méditerranéenne d'Afrique du Nord, elle fait à peu près 2 cm de haut. Celle-là, elle faisait à peu près 30 cm.
Nous sommes retournés l'année suivante et on s'est rendu compte qu'en fait, elles étaient toutes comme en 2017. Bon, ça c'était juste pour faire une petite pause, pour montrer comment on sèche les plantes pendant la pause de midi. Un autre exemple, dans les Astéracées, et c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est qu'il y a pas mal d'espèces qui ont été récoltées par Forskaol, qui a fait un voyage aller simple en 1961, et qui est parti donc de Suède, qui est arrivé en... Ils étaient toute une équipe, enfin 5 ou 6. Ils sont arrivés en Égypte et ils ont descendu sur l'Arabie jusqu'au Yémen. Et Forskaol a envoyé énormément... Enfin, le collègue de Forskaol, Nyborg, a ramené à Linné énormément de graines que Linné a plantées en herbier. Ces graines, bien sûr, elles ont poussé dans des serres et elles ont été récoltées, mises en herbier, décrites. Et du coup, énormément d'espèces qui font 10 cm dans la zone saharienne. Dans les serres, elles avaient 40 cm, 60 cm de haut, ce qui a induit énormément d'erreurs dans les flores ultérieures et dans les études ultérieures sur la zone saharienne. Alors, une île-là, c'est l'herbier de Lille qui est à Montpellier, un herbier absolument magnifique. Ça, c'est un exemple de cette inula dont on n'a pas encore le nom. Il y a 3 espèces qui ont été décrites entre l'Égypte et le Sahara Atlantique. Impossible pour nous de voir qui est qui avec une telle variabilité de structure foliaire. Un autre exemple. Et ça, c'est tous des travaux qu'on va mener au niveau génétique pour justement essayer de comprendre quelle est la différence, s'il existe une différence entre ces espèces d'Égypte et situées sur la côte atlantique. Encore un autre exemple de variabilité sur les différentes missions qui avaient été faites sur la Mauritanie. On a identifié 3 espèces différentes d'héliotropes. Il s'avère que si vous regardez un peu les cartes des différents collecteurs, du voyage des différents collecteurs, vous vous rendez compte qu'en fait, chaque collecteur a fait un voyage similaire, mais a récolté une seule espèce. Autrement dit, chacun des collecteurs, il va falloir savoir qui a raison, parce que c'est pas possible qu'il y ait 3 espèces différentes d'héliotropes sur le même chemin, alors que chaque collecteur en a identifié qu'une seule. Ça, c'est aussi des problèmes qu'on va devoir résoudre. Là, je devais vous montrer la source de l'étude des plantes d'Afrique du Nord, l'herbier Montpellier. Donc l'herbier d'Afrique du Nord de Montpellier, dans un état absolument catastrophique. C'est une richesse incroyable. Donc il a été ramené d'Alger en 1963 par Pierre Kezel, qui a mis tout l'herbier d'Alger dans un camion militaire et dans un bateau. Et ce qui m'a appris, et ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, cet herbier, la moitié de cet herbier reste toujours à la faculté d'Alger et on a pu le consulter. Et de ce fait, probablement que la moitié des types qui ont été récoltés par Maire, Trabu et ses prédécesseurs se trouvent toujours dans l'herbier d'Alger. Encore une de ces espèces complètement méconnues, Euphorbia balsamifera. Il existe 3 sous-espèces de Euphorbia balsamifera. Alors, un de nos collègues qui a travaillé à l'herbier de Genève avait révisé quasiment tous les échantillons, a déterminé quasiment tous les échantillons de Théodore Monod, il a quasiment jamais fait de terrain, et donc il avait pris les échantillons d'herbier de balsamifera, dont l'échantillon Euphorbia sepium. Il avait mis non, c'est pas ça, c'est ça. Et du coup, toutes les flores récentes se sont dit, ces 2 espèces, c'est la même chose. Et cette espèce a complètement disparu des radars, des flores, des inventaires, jusqu'au jour où, à 1 semaine d'intervalle, il y avait une équipe d'Espagnols vers Smara qui a fait de l'échantillonnage, et puis il y avait Euphorbia sepium et Euphorbia balsamifera, à 2 mètres de différence. Et en photographiant l'un, on s'est rendu compte que l'autre était complètement différente. Et nous sommes passés 2 semaines après, on a fait la même observation au même endroit. Et voilà, eux, ils ont eu la chance de faire une analyse génétique pour confirmer la différence qui est absolument flagrante entre les deux espèces. Et remettre en valeur la présence de 2 espèces et du coup de comprendre un peu mieux l'écologie de ces espèces sahariennes. Ça, c'était le voyage de Forskaol.
la problématique Est-Ouest des plantes décrites par Foscole et des plantes égyptiennes et du Sahara Atlantique. Encore des problèmes. Le Sahara, c'est riche de problèmes, c'est absolument génial. C'est des découvertes, des enquêtes policières à n'en plus finir. À chaque mission, on met la main sur une autre question. Encore un autre problème. Deux espèces complètement différentes, présentes l'une à côté de l'autre. J'aurais aimé vous en parler, mais du coup, j'ai pas le temps. Deux Amodocus. Une plante aussi connue au niveau ethnobotanique, un lupin qui avait été décrit pour la zone atlantique, et puis pour le tassili, on sait ces dernières années avec l'utilisation de plus en plus d'appareils photo, de photocouleurs et surtout de la diffusion sur le web, on s'est rendu compte que ces deux espèces étaient complètement différentes grâce à la couleur des fleurs. Parce qu'effectivement, quand vous voyez les échantillons d'herbier, c'est vrai que les caractères sont pas très flagrants, alors que sur le terrain, on voit que c'est exactement la même chose. Donc maintenant, on sait que voilà, on a une seule espèce entre le Hogarth et la côte atlantique, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Une autre espèce du Sahara Atlantique qui était connue jusqu'alors comme étant une espèce côtière, où on a fait ces dernières années énormément de récoltes à l'intérieur, à 200 km ou 300 km à l'intérieur des terres. Donc maintenant, on comprend un peu mieux l'écologie de cette espèce qui était connue uniquement comme une endémique côtière. Ça, c'est les dernières missions avec une amie, Annie Garcin, qui sillonne le Sahara Atlantique depuis 10 ans. Avec son mari, et on a pu décrire plus de 14 espèces nouvelles d'affinité tropicale sur la zone saharienne et une soixantaine de présences d'espèces aussi sur le Sahara Atlantique, dont aussi une espèce, un petit lotus nouveau, dont j'ai un peu honte d'avoir donné le nom de Zemuriensis, mais voilà, c'est trop tard. Et ça, c'est juste pour conclure en vous montrant, voilà, ça c'est le Sahara, la zone de Smara. Normalement, c'est du gravier, du sable, et ça, c'est après une pluie, donc un espèce de pâturage incroyable avec des plantes qui font 20 cm de haut, et voilà, c'est un régal. Et voilà, ça, c'est de la fin de quelques jours d'expédition au Sahara Atlantique, où effectivement, on part à Cézanne avec juste quelques dates, un bidon pour revenir, et puis de l'eau. Et surtout du papier. Voilà, je vous remercie de votre attention.